On avait décidé de traiter ce sujet pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on assiste à un mouvement contradictoire avec une hausse des dépenses militaires en Asie, par exemple, avec dans le même temps plutôt une baisse des dépenses militaires en Europe. Et c'est vrai que cette contradiction méritait d'être signalée et méritait d'être expliquée. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne parle pas de désarmement. Le désarmement n'est pas à la mode comme il pouvait l'être dans les années 90, par exemple. Alors on va dire pourquoi traiter un sujet qui n'existe pas, mais peut-être justement pour voir en quoi il n'existe pas, et puis également montrer qu'à côté des grands dossiers de désarmement, type désarmement conventionnel ou désarmement nucléaire, il ne se passe rien. Il y a au contraire des dossiers qui, eux, avancent. Et ce sont les dossiers humanitaires, les dossiers qui sont poussés par les organisations non gouvernementales, les ONG, donc la société civile. Et il fallait comprendre pourquoi on avait cette distinction entre ces deux types de désarmement. Ce qu'il faut bien voir donc, et c'était un des éléments du dossier par rapport au désarmement, c'est qu'on a en fait deux types de désarmement. On a d'une part le désarmement qui est un désarmement stratégique, qui concerne des dossiers comme le nucléaire, qui a concerné des dossiers comme le chimique, le bactériologique, les armes conventionnelles importantes. Et ça, c'est un dossier qui concerne les États, qui concerne les équilibres stratégiques, qui concerne la sécurité. Et là, on a un blocage à l'heure actuelle de ces dossiers de désarmement, tout simplement parce que les États, les principaux États, notamment les États-Unis, la Russie, mais également l'Union européenne, les pays du Proche-Orient, par exemple, considèrent aujourd'hui que ce n'est pas par le désarmement qu'ils auront plus de sécurité, mais parfois, bien au contraire, par l'armement. Donc ces dossiers sont bloqués. Et puis, à côté de ces dossiers de désarmement qu'on peut appeler du désarmement stratégique ou du désarmement d'une certaine manière classique, il y a une nouvelle forme de désarmement qui est née dans les années 90, qui est née sous la pression de la société civile et qui est née avec la volonté que les armes ne soient plus utilisées contre les sociétés civiles et que ces armes respectent le droit humanitaire. C'est comme ça qu'on a vu un certain nombre de traités qui ont été adoptés, notamment la Convention interdisant les mines antipersonnelles, la Convention qui interdise les armes à sous-munitions, qui donc ont interdit un certain nombre d'armes sous pression de la société civile, avec les États qui étaient en général absents ou tout au moins neutres de ces négociations de désarmement et qui ont abouti à une suppression de catégories d'armes. Ce qui est intéressant avec le traité sur le commerce des armes, d'abord, ce n'est pas un traité de désarmement à proprement parler, c'est un traité qui doit normalement réguler le commerce des armes pour respecter le droit humanitaire. En même temps, c'est un traité qui va imposer aux États de mettre en place des contrôles sur les législations, de contrôle sur les exportations d'armements, ce qui est une excellente chose. Et c'est un traité qui a été poussé par la société civile, où là aussi, les États ont plus suivi le mouvement qu'ils ne l'ont précédé. Alors on verra dans les mois qui viennent si notamment les États-Unis, la Russie et la Chine ratifient ce traité. Les États-Unis ont signé ce traité, mais il y a encore quelques interrogations pour savoir si ce traité aura véritablement une vocation universelle, mais c'est encore un point qui est au crédit de la société civile et non au crédit des États. À ce niveau-là, on a une difficulté et surtout on a, on va dire, un problème en termes de communication sur les dépenses de défense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la publication de ces dépenses de défense sont bien souvent utilisées pour faire de la communication, voire parfois pour faire de la propagande. Et on a voulu démontrer dans un des articles
que les statistiques qui étaient utilisées en la matière étaient pas nécessairement des statistiques fiables, parce que les données qui étaient prises en compte n'étaient pas nécessairement les mêmes selon les statistiques. Surtout, les données prises en compte dans les budgets de défense ne sont pas les mêmes selon les pays. Parfois, vous avez des gardes nationales, parfois vous n'avez pas de garde nationale. Parfois, en France, par exemple, la gendarmerie a dépendu très longtemps du ministère de la Défense. Maintenant, elle dépend du ministère de l'Intérieur. Or, c'est quand même 0,2 de PIB qui bascule, qui n'est plus dans le budget de la défense. Donc c'est important. Parfois vous avez des pays qui financent sur leur ministère de l'Industrie des dépenses d'équipement. Donc en fait on parle souvent de choses qui ne sont pas homogènes, et donc vous voulez tout simplement faire un article pour démontrer qu'on avait quand même un problème à ce niveau-là, et que donc il fallait être extrêmement prudent quand on analysait les statistiques de défense et comprendre très exactement ce que les États présentent, ce sur quoi les États communiquent en matière de budget de défense. Dans la contradiction effectivement entre les dépenses militaires en Asie et les dépenses militaires en Europe, on s'aperçoit effectivement qu'on a globalement une croissance des dépenses militaires en Asie et une décroissance ou tout au moins une stagnation des dépenses militaires en Europe. On a un double phénomène qui est en cause à ce niveau-là. Le premier phénomène, c'est que les dépenses militaires majoritairement sont fonction de la situation économique et donc de la croissance économique. Or, la croissance économique est repartie en Asie, elle n'est pas repartie au sein de l'Union européenne. Et deuxièmement, les dépenses militaires, elles sont fonction également de l'état des menaces. Et je dirais que ça veut tout simplement dire au sein de l'Union européenne que nous ne sommes pas encore dans la situation où les États se sentent menacés, même si on voit bien avec d'une part la crise ukrainienne, d'autre part avec l'État islamique, que ces États européens ont de plus en plus le sentiment de cette menace. Mais en même temps, il y a un carcan budgétaire qui a été mis en place au niveau de l'Union européenne, les fameuses règles des 3% de déficit et de plafond de la dette, qui font que les États limitent leurs dépenses budgétaires et donc leurs dépenses de défense.